Rebonjour, on peut commencer le cours, notre chapitre 2. Mais avant ça, je vous rappelle bien sûr, comme d'habitude, de désactiver les micros pour une meilleure qualité d'enregistrement. Et s'il y a des questions au fur et à mesure, donc je vais essayer de voir s'il y a des gens qui ont des questions à travers donc le lever de main que vous avez sur votre logiciel Teams, d'accord? La séance, comme d'habitude, est enregistrée. Je peux vous annoncer que déjà j'ai mis les 2 premières séances sur YouTube. Pour l'instant, je n'ai pas pu mettre les 2 séances sur la plateforme de l'université. Je ne sais pas pourquoi. Donc, en principe, ça devrait me donner des fichiers qui sont plus petits, mais en ce moment, j'ai des fichiers qui sont très grands. Ils peuvent être mis sur YouTube, mais ils ne peuvent pas être mis sur la plateforme de l'université. Mais je vais essayer de trouver une solution à ça pour que tout le monde ait accès donc, à l'information et au cours. D'accord? Vous m'entendez? Oui. Très bien. Je vais essayer de reprendre le 2e chapitre. Un petit résumé, pardon. Un petit résumé de ce qu'on avait déjà vu. Donc, on avait commencé par la définition d'attention de dissociation. À travers quoi? À travers l'aspect thermodynamique. Dans un premier temps, le calcul de la variation de l'énergie libre. On l'a effectué à travers la constante d'équilibre. Et à l'état d'équilibre, on avait dit que delta G est égal à 0. Ça veut dire que delta G0 sera égal à moins RT, logarithme de la constante d'équilibre qui est égale à 1 sur la pression du gaz à l'équilibre. D'accord? Par la suite, à travers les potentiels chimiques, on a repris tout le calcul. Bien sûr, donc en tenant compte des activités, on sait que l'activité d'un solide dans ce cas est égale à 1, donc le logarithme va s'annuler. Et l'activité, par exemple, d'un gaz, c'est sa pression partielle. D'accord? Et on a remplacé dans notre expression de variation d'énergie libre. Et on trouve que delta G sera égal à delta G0 moins RT, logarithme de la pression du gaz. Et connaissant delta G0 qui est moins RT, logarithme de 1 sur la pression du gaz à l'équilibre, on a retrouvé l'expression de delta G qui est égale à moins RT, logarithme nipérien de la pression du gaz sur sa pression d'équilibre. Ensuite, on a dit que 3 cas se présentent. Donc, le premier cas, c'était l'état d'équilibre. Donc, à n'importe quelle température, on peut avoir une pression d'équilibre qui nous permet de retrouver cette courbe qui n'est autre que le diagramme d'Illingham. Bien sûr, en variant la pression. Si la pression est supérieure à la pression d'équilibre, on se retrouve dans cette surface. C'est la surface où on a la stabilité de l'oxyde. Ça veut dire que le métal va passer à se corroder ou bien s'oxyder. Et inversement, si la pression est suffisamment faible, on se met dans cette surface, en dessous de la courbe tracée, et on trouve que le métal sera stable, et dans ce cas, notre oxyde va se dissocier pour donner donc, le métal et le gaz. D'accord? Donc, il y a dissociation de cet oxyde en son métal correspondant dans ce cas. Et on avait défini donc la tension de dissociation d'un oxyde. On avait dit que c'est la pression donc d'équilibre qui a une valeur donc critique en dessous de laquelle on a stabilité du métal et donc on a dissociation de l'oxyde en métal
et en gaz, donc le métal correspondant bien sûr à cet oxyde, d'accord? Donc c'est une pression, et j'insiste sur ça. Et on avait dit que si on le voit donc d'une manière similaire, opposée, on peut dire que c'est la pression de corrosion quand la pression est au-dessus de cette valeur critique. Ça veut dire que c'est la pression pour laquelle le métal s'oxyde et donc se corrode pour donner l'oxyde correspondant à ce métal. D'accord? Donc on avait dit que pas forcément on a donc dissociation complète, mais ça dépend donc de l'oxyde qu'on a. On peut avoir donc une dissociation en des oxydes qui sont donc avec de faibles teneurs en oxygène jusqu'à arriver donc à la dissociation complète en métal et en gaz. D'accord? Donc je vais passer ces remarques parce qu'on les a déjà vues. On avait dit que donc, pour avoir donc, la stabilité de notre métal, soit on diminue au maximum donc, la valeur donc, de la pression, et si on veut oxyder, donc on augmente la valeur de la pression donc, au maximum, et comme ça on a plus de stabilité de l'oxyde. D'accord? Donc plus cette valeur augmente, plus delta G est de plus en plus négatif, donc de plus en plus sa valeur est de plus en plus élevée en valeur négative. Et cela veut dire que plus la réaction est spontanée et plus l'oxyde est stable. Donc on avait vu l'affinité des métaux pour l'oxygène et ensuite on avait décidé de tracer le diagramme d'Illingham. Donc l'affinité est en relation directe avec la variation d'enthalpie. Et on avait dit que l'affinité, c'est juste comment donc le métal aime-t-il s'oxyder? Est-ce qu'il aime s'oxyder? Donc, il aime vraiment s'oxyder ou bien d'une manière moins prononcée. Donc, si la valeur de delta H est faible, ça veut dire que l'oxydation est moins prononcée. Mais si le delta H est plus grand en valeur donc négative, donc de plus en plus négatif, la valeur absolue est donc de plus en plus élevée, plus donc ce métal il aime s'oxyder, d'accord? Et on avait dit que c'est juste une tendance à vouloir passer à l'état d'oxyde, et ça ne veut pas dire que la cinétique de la réaction va être élevée pour les métaux qui ont plus d'affinité pour le gaz, d'accord? C'est juste une tendance à aimer s'oxyder, à aimer retourner à leur état donc d'oxyde, mais ça ne veut pas dire que un métal qui a une valeur donc très faible en variation d'enthalpie va s'oxyder donc plus rapidement qu'un métal qui a une valeur qui est moins faible en, donc, en valeur de variation d'enthalpie. D'accord? C'est juste une tendance à aimer s'oxyder, à vouloir s'oxyder, à vouloir retourner donc, à l'état donc, d'oxyde, à l'état de minerai. Donc, après ça, on avait vu qu'on peut calculer donc, les différentes variations d'enthalpie dans ce cas, et cela grâce à des tableaux donc, thermodynamiques où on a les différentes valeurs, que ce soit de la variation d'enthalpie ou bien la variation d'entropie. D'accord? Donc, ici, d'après l'approximation d'Illingham, donc si on n'a pas de changement de phase, on peut considérer que delta H0 peut être relevé directement des tables thermodynamiques dont je parlais, et elle sera égale à delta H0, donc à la température standard, et delta S, donc dans ce cas, sera toujours égal à delta S0
à la température standard qu'on peut trouver donc sur les tables thermodynamiques. Ça va donc delta G, donc la variation de l'énergie libre va dépendre seulement de la température dans ce cas. Et j'insiste sur le fait que c'est tant qu'on n'a pas de variation, de changement d'état de l'un des composés, que ce soit donc le métal ou bien l'oxyde. D'accord? Au moment où on a changement donc d'état, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que on va consommer de l'énergie. Si on consomme de l'énergie, je prends tout spécialement le cas de la fusion. La fusion, donc l'énergie qui sera consommée sera une chaleur latente. C'est une variation, bien sûr, d'enthalpie. Donc on aura consommation d'énergie et forcément on aura changement au niveau donc, de ces valeurs. Et on va voir des exemples aujourd'hui. Ou bien on va continuer les exemples. L'exemple qu'on a vu la dernière fois, donc les différents états de fusion et comment varie donc la pente dans ce cas. D'accord? Et on avait dit que pour le tracé, premièrement, on peut vérifier si on a bien fait le calcul juste en vérifiant le signe de la pente. Le signe de la pente, c'est le signe négatif de la variation d'entropie dans ce cas. Et celle-là va dépendre aussi du nombre de moles donc gazeuses dans notre réaction. On avait dit qu'on distinguait 3 cas. Si delta nu est supérieur à 0, on aura la variation d'entropie positive, alors la pente devrait être négative. On avait vu donc des exemples ici. Si le nombre de moles gazeuses est négatif, ça veut dire que la variation d'entropie devrait être donc négative, alors la pente devrait être positive. On avait vu ces exemples. Et si la variation du nombre de moles gazeuses est nulle, ça veut dire que delta S de la réaction sera à peu près égal à 0. On peut dire que la pente est quasi nulle dans ce cas. D'accord? On avait vu donc l'influence d'un changement de phase. Et on avait dit qu'un changement de phase, que ce soit du métal ou bien de l'oxyde, va supposer une consommation, bien sûr, d'énergie. Dans ce cas, la chaleur latente pour le cas de la fusion, bien sûr, à une température donnée de fusion. Ce que va provoquer principalement l'introduction de cette consommation d'énergie, elle va provoquer un changement de pente. D'accord? Et on avait commencé notre exemple. Donc, on avait supposé qu'on a un métal. Ce métal a une température de fusion qui est inférieure à la température de fusion de son oxyde correspondant. Et on a pris les 3 différents cas avant la fusion de l'oxyde dans ce cas. D'accord? Pour commencer, avant d'arriver à la température de fusion, avant de continuer, je vais voir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, sur ce qu'on a vu la dernière fois, pour que je puisse continuer? Vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, on vous. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Oui, ça va. Très bien. Alors, je peux continuer. On avait pris l'exemple où le métal fusionne avant l'oxyde et on prend les différents domaines. À la température T inférieure à la température de fusion, on a donc le solide qui va réagir avec le gaz pour nous donner l'oxyde correspondant bien sûr dans son état
solide. À ce moment-là, on avait dit que les variations d'enthalpie et les variations d'entropie peuvent être retrouvées directement des tables thermodynamiques. D'accord? Pour la réaction A, il est facile de les retrouver. Quand on arrive à la température de fusion, donc on aura le passage du métal sous sa forme à son état solide vers un état qui est liquide. Dans ce cas, l'énergie, dans ce cas, pour avoir cette fusion, ça sera bien sûr la chaleur latente qui n'est autre que la variation d'enthalpie pour la fusion du métal, et la variation d'entropie dans ce cas sera égale à la variation d'enthalpie de la fusion divisée par sa température de fusion, donc d'après les règles thermodynamiques que nous connaissons tous. En arrivant donc au-dessus de la température de fusion, on aura la réaction suivante. Donc on est passé métal solide pour donner oxyde solide. À un certain moment, le métal va passer à être liquide, donc le métal sous sa forme liquide, puisque la température de fusion, on est toujours ici en dessous de la température de fusion de l'oxyde. Le métal liquide va donner un oxyde solide dans ce cas. Et pour ce qui est de l'enthalpie, la variation d'enthalpie, pardon, de la réaction C, on peut donc lui donner, donc l'écrire de cette manière, on va dire variation d'enthalpie pour la réaction C et variation d'entropie pour la réaction C dans ce cas. Et nous pouvons la calculer d'après le premier principe de la thermodynamique, où on devrait conserver donc l'énergie. Il n'y aura pas d'énergie perdue sur tout ce système. Et ça veut dire que dans ce cas, donc, en passant du métal sous sa forme solide à l'oxyde sous sa forme solide, donc on a la réaction A. Du métal sous sa forme liquide à l'oxyde sous sa forme solide, on a la réaction C. Et on a aussi donc le passage dans ce cas, dans ce sens, du métal sous sa forme solide au métal donc liquide, où on a consommé donc une chaleur latente ici. Et on peut écrire donc pour la conservation de l'énergie, excusez-moi, pour la conservation de l'énergie, donc C sera égal à quoi dans ce sens? Sera égal à A, donc on n'a pas besoin de changer de signe, puisque donc on a cette énergie dans ce sens, du solide vers le liquide, donc c'est 2x sur y b, on peut écrire c'est moins 2x sur y b ici, donc puisqu'on va dans le sens opposé. On peut maintenant, d'après donc ce résumé du premier principe de thermodynamique pour cette réaction, bien pour ce système, on peut écrire directement les variations d'enthalpie de la réaction C, qui n'est autre que celle de la réaction A, moins 2x sur Y, celle de la réaction, bien de la fusion, dans ce cas, du métal. Et pour la variation de l'entropie de la réaction C, elle sera celle de la réaction A, moins 2x sur Y, celle correspondant à la fusion. Donc, ça sera delta, pardon, la chaleur latente du métal dans ce cas, pour la fusion divisée par la température de fusion. Et on peut conclure ici que, puisqu'on a donc une diminution, donc ici, on a un moins, on a soustrait une quantité d'énergie, on a une diminution de delta S de la réaction C. Cela veut dire qu'en opposé, on a un moins, si vous vous rappelez bien. Donc, sur notre relation, c'est delta H0 moins T delta S0. On a un moins, ça veut dire qu'une diminution va correspondre à une augmentation
donc, de la pente, dans ce cas, pour la fusion, après la fusion, pardon, du métal. La même chose donc, va être retrouvée donc, pour le cas de l'ébullition du métal, donc au-dessus de la température d'ébullition du métal. Et effectivement, si on trace la courbe, on va trouver que la pente va augmenter par rapport à celle qu'on avait avant le moment de la fusion. Donc jusqu'ici, donc tout ça, on l'avait vu la semaine dernière, je crois, oui, la semaine dernière, samedi dernier. Maintenant, on va passer donc au-delà donc de la température de fusion. On avait déjà retrouvé donc les termes donc, correspondants. Maintenant, on va arriver à la fusion de l'oxyde et au-delà de la fusion de l'oxyde. Donc maintenant, on est au-delà de la température de fusion du métal et en dessous de la température de fusion de l'oxyde. D'accord? La réaction qu'on devrait avoir est la suivante. Donc on a le métal sous sa forme liquide va donner donc l'oxyde sous sa forme solide. D'accord? Donc c'est la même réaction qu'avant. C'est la même réaction C, parce qu'on est au-dessus de la température de fusion du métal et en dessous de la température de fusion. Donc, le métal, il est ici sous sa forme liquide et l'oxyde, il est sous sa forme solide. Les expressions donc, ont été déjà retrouvées, on les a déjà calculées, donc on devrait avoir leur valeur, on a les expressions. Maintenant, à la température de fusion de l'oxyde, ici on a la fusion. Si on a la fusion, chaleur latente, consommation d'énergie comme je l'avais déjà dit. Donc dans ce cas, on aura pour la variation d'enthalpie, dans ce cas, ce sera donc la chaleur latente, ça sera la variation d'enthalpie de fusion de l'oxyde. Et pour la variation d'entropie, ça sera cette variation d'enthalpie de fusion de l'oxyde divisée par la température de fusion de l'oxyde. On continue au-dessus de la température donc, de fusion, on aura donc la réaction suivante, la réaction E, où donc on est au-dessus de la température de fusion du métal et au-dessus de la température de fusion de l'oxyde. Ça veut dire que le métal devrait être sous sa forme donc liquide et il va donner comme résultat l'oxyde sous sa forme liquide. D'accord? Et on doit respecter encore une fois le premier principe de la thermodynamique. Pour la réaction E, bien sûr, on va poser que on a delta de la réaction E, donc delta H de la réaction E et delta S de la réaction E, et en respectant le premier principe de la thermodynamique. Donc on est passé dans un premier temps du métal liquide vers le métal solide et ensuite on a fusion pour passer à l'oxyde sous sa forme liquide et on a la réaction E, c'est la réaction quand on a le métal sous sa forme liquide et l'oxyde sous sa forme liquide. On peut écrire en respectant le premier principe de la thermodynamique que E, puisqu'on a le même sens, sera égal à C plus 2 sur Y D. D'accord? Comme ça, on peut retrouver la variation d'enthalpie de la réaction E qui sera égale à la variation d'enthalpie de la réaction C qu'on avait déjà retrouvé après le premier calcul dans la première partie, plus 2 sur Y, la chaleur latente dans ce cas, la variation donc d'enthalpie de fusion dans ce cas de l'oxyde. Même chose ici, la variation d'entropie de la réaction E sera égale à ce qu'on avait déjà calculé pour la variation de l'entropie de la réaction C d'après les expressions retrouvées dans la première partie
de la résolution, plus 2 sur Y, et dans ce cas, donc ça sera la variation d'entropie de la réaction D de fusion, qui n'est autre que donc, la variation d'enthalpie, dans ce cas de fusion, divisée par la température de fusion, ici, de l'oxyde. Donc, maintenant, puisque la pente, donc dans ce cas, au-delà de la température de fusion de l'oxyde, c'est delta S de la réaction E. Et ici, on a rajouté donc un terme de fusion. Cela veut dire que ce terme-là va augmenter. S'il augmente, puisque la pente donc, devrait être négative, ça veut dire que la pente devrait diminuer. Donc si la variation d'entropie de la réaction augmente, la pente devrait diminuer. En effet, donc, on peut voir que dans ce cas, donc, la pente diminue au-dessus de la température de fusion de l'oxyde. Donc ici, je vous donne un exemple du couplet magnésium-oxyde de magnésium. Et je vais vous passer donc les données pour que vous puissiez essayer de faire le calcul et me rendre ça sous forme d'un petit devoir que je vais vous noter, d'accord? Donc vous avez toutes les données, température de fusion, température d'ébullition, variation d'enthalpie. Donc si vous voulez retrouver donc les variations d'enthalpie, vous pouvez les retrouver donc sur les... Pardon. Vous pouvez les retrouver sur les tables thermodynamiques, donc vous n'avez qu'à les chercher. Donc vous avez donc celle de chaleur latente de fusion et celle de l'ébullition de chacun. Et vous pouvez aller donc partie par partie. En dessous de cette température, vous faites le calcul. À la température de fusion, qu'est-ce que vous avez comme énergie? Au-dessus de la température de fusion, qu'est-ce qui va se passer? À la température d'ébullition, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Donc vous pouvez faire ça d'une manière donc, en suivant donc, une échelle où vous avez les différentes températures et les différents moments où vous avez soit le solide ou bien soit le liquide ou, puisqu'il y a ébullition, le gaz. D'accord? Donc, je vais vous passer ces données par la suite pour que vous puissiez faire le calcul et vous devriez donc retrouver une courbe de ce sort, donc très rapidement. Donc, comme ça. Et après, je vais vous passer donc la réponse correcte. D'accord? Quand j'aurai reçu vos résultats. Vous essayez de le faire, donc, puisqu'on est donc à distance, vous essayez de le faire pour le tracer tout spécialement, à la main. D'accord? Si vous faites le calcul, donc vous mettez le calcul sur ordinateur, ce n'est pas un problème. Mais le tracé, vous pouvez le faire sur ordinateur, mais je recommande que vous le fassiez sur papier millimétré et vous le scannez ou vous me l'envoyez sous forme de PDF ou bien sous forme d'image, comme vous voulez. D'accord? Mais essayez de le faire sur papier millimétré. C'est un bon exercice pour vous. D'accord? Avant de continuer, je crois qu'il y a une question. Très bien. Donc, tu peux désactiver ton micro, Touré. Bonjour, monsieur. Oui. En fait, je n'ai pas compris sur... Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux désactiver ton micro et le réactiver? Parce que je ne sais pas, il y a un problème et je ne t'entends pas très bien. Maintenant? En fait, je n'ai pas compris sur les... Qu'est-ce que tu n'as pas compris? En fait, je n'ai pas compris sur les courbes. Normalement, pour le diagramme de Lingam, on doit avoir des droites. Mais lorsque vous avez montré des courbes, je n'ai pas compris comment on a obtenu des courbes. Comment on a obtenu les courbes? On est en train de faire le calcul pour chaque section, chaque domaine. On va commencer dès le départ. Ici. Donc, pour chaque domaine de température, on va faire le calcul. D'accord? Donc, en dessous de la température de fusion, qu'est-ce qu'on a? On a un résultat qui est simple. On a dit que
directement, on peut retrouver, d'après les tables thermodynamiques, c'est ce que j'ai demandé aussi, vous pouvez chercher sur Internet, vous trouvez les tables thermodynamiques pour chaque composé. D'accord? Donc ceux-là, ils sont connus. Donc il suffit d'écrire votre relation, donc celle-là. Delta H, celle-là. D'accord? Donc directement. Ça vous permet de retrouver le premier segment. D'accord? Si je vais sur la courbe ici, ce premier segment, il est facile. On a la réaction, on a nos tables thermodynamiques, on peut retrouver delta H, on peut retrouver notre delta S, on écrit directement notre relation et on va tracer ce segment. D'accord? Quand est-ce que la situation se complique? Quand on a une fusion. D'accord? Quand on a une fusion, il y a changement d'énergie à ce niveau. Ce changement d'énergie, qu'est-ce qu'il va provoquer? Un changement de pente ici. D'accord? Donc on doit refaire le calcul pour le nouveau système qui est un système où il y a fusion. D'accord? Donc cette première partie, donc directement, vous pouvez la retrouver parce que vous avez déjà les valeurs. Les gens, ils ont déjà fait les expériences, ils ont retrouvé les valeurs correspondantes ici. On a dit que d'après donc l'approche d'Illingham, on peut considérer que delta H0 à n'importe quelle température est égale à delta H0 de la température standard. Donc on peut les retrouver sur les tables thermodynamiques. Maintenant, la deuxième partie, c'est pour au-delà de la température de fusion. Au-delà de la température de fusion, on a consommé de l'énergie pour avoir la fusion. On doit refaire le calcul du delta H et du delta S. D'accord? Pour quel système? Pour le nouveau système où on a donc le métal sous sa forme liquide et l'oxyde sous sa forme solide. D'accord? On peut faire donc le calcul à travers le premier principe de la thermodynamique. Qu'est-ce qu'on a? On a ce nouveau système pour lequel donc, toute cette énergie devrait être donc égale. Il y a conservation d'énergie. Même si donc, on a donc, perte à cause de cette fusion, cette perte elle a été utilisée pour faire passer le solide au liquide. D'accord? Donc C devrait être égal à quoi? À A plus, avant de parler de pourquoi c'est moins 2x sur Y, plus donc l'énergie consommée dans ce sens. D'accord? De la fusion. Puisque maintenant, donc, notre système, c'est celui-là, donc on voit qu'on va au contraire de la fusion, donc à la solidification, dans ce sens, on va mettre un moins. D'accord? Ça veut dire qu'il y a consommation d'énergie. Donc il y aura perte au niveau de ce système. D'accord? Donc C sera égal à quoi? Donc celui-là, c'est dans le bon sens, donc le sens direct, c'est A, et celui-là va dans le sens opposé, pardon, moins 2x sur y, p. Donc rien de nouveau ici. D'accord, monsieur, je compris. Mais je pensais qu'on allait avoir, lorsque vous avez parlé des courbes, je pensais qu'on allait avoir une courbe qui est contenue. Donc, si je comprends bien, on doit juste avoir des portions de droite qui vont se courber. Pardon. Je disais que lorsque vous avez parlé de courbes, je pensais que vous avez dit qu'on aura une courbe qui est contenue. Donc, mais si je comprends bien, c'est comment on aura des portions de droite qui vont se courber. J'ai un problème au niveau de ma connexion, je crois. Attendez un moment. Je vais essayer de régler le problème. Ah, je suis de retour. Très bien. Je m'excuse, j'ai eu un petit problème au niveau de ma connexion. Vous m'écoutez maintenant?
Oui, Vous êtes j'ai là? compris. Oui, j'ai compris un peu ce que vous avez dit. Lorsque vous avez D'accord. parlé des courbes, je pensais vous avez dit qu'on aura une courbe qui est continue. Mais Comment ça après continue? votre Oui. explication, si je comprends bien, c'est comme on aura des portions de droite qui vont se coller. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Parce que j'ai pas bien saisi ce que tu as dit. Non, j'ai compris ce que vous avez fait maintenant, j'ai compris. Mais lorsque Oui, mais vous avez qu'est-ce parlé que de tu avais en courbe, tête avant? Peut-être que d'autres gens avaient la même idée. D'accord? Qu'est-ce que tu avais en tête? voilà, je pensais directement que vous avez dit qu'on aura une courbe qui est contenue, qui va être... Non, non, on est en train de chercher les différents segments sur les différents domaines de température. D'accord? Je sais que D'accord. peut-être que la confusion est venue au niveau de la deuxième courbe. Oui, c'est C'est ça. celle-là. Oui, D'accord? Donc ici, c'est la continuation. D'accord? Donc on a la première courbe où on avait donc le premier changement. Donc ici, on a la première courbe donc avant la température de fusion du métal. Celle-là, c'est au-delà de la température de fusion du métal, c'est delta G. Donc C. Et celle-là, au-dessus de la température de fusion de l'oxyde. D'accord? oui, monsieur, j'ai Donc compris. ce sont Merci. des portions, ce sont des segments donc, dans différents domaines de température. D'accord? Très bien. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ça va? Très bien. Alors, maintenant, on va voir un petit peu l'inverse. Donc, j'avais déjà annoncé que la tension de dissociation de l'oxyde, c'est la même que la pression de la corrosion, mais on va aller un petit peu donc, à l'envers et on va voir un petit peu les conséquences de voir le moment où on a donc corrosion au lieu d'avoir dissociation. D'accord? Donc, corrosion à haute température ou bien sèche d'un métal. Donc, on va prendre le même métal M qui, sous l'effet d'un gaz oxygène, en général, c'est l'oxygène, qui est susceptible de se transformer donc, en oxyde MXOY. Et on avait déjà dit qu'elle est caractérisée par la variation de l'énergie libre donc, pour la réaction correspondante. Donc, tant que M et son oxyde sont solides ou bien liquides, la variance de ce système à l'équilibre donc, va être égale à 1. D'accord? De sorte que le choix de la température impose naturellement la pression et vice-versa. D'accord? Donc, ça veut dire si la variance est égale à 1 et on a deux paramètres donc, qui peuvent être donc, variés, on peut fixer un et varier l'autre. D'accord? Donc, fixer soit la température et ensuite, donc, on aura donc, à différentes pressions, différentes valeurs, ou bien soit fixer donc, la pression et on aura à différentes températures, donc différentes valeurs de delta G. Donc la pression, inversement, peut être donnée par exponentielle delta G0 sur RT, bien sûr. D'accord? Donc c'est l'inverse de ce qu'on a déjà vu. En présence de l'oxygène, à la température T, le métal donc, est oxydé, d'accord, ou bien corrodé. Si la pression de ce gaz, bien sûr, est supérieure à la pression de l'oxygène, donc rien de nouveau, on continue sur ce qu'on a déjà vu. Donc si on impose une pression supérieure à la pression d'équilibre, à ce moment-là, on aura corrosion. Et la pression, donc, dans ce cas d'équilibre, est appelée aussi pression de corrosion. D'accord? Donc, on avait déjà dit que la pression de corrosion correspond elle-même à la tension de dissociation. Il suffit de voir dans quel sens. Si on va dans le sens à augmenter la pression, donc on corrode le métal. Si on va dans le sens à diminuer la pression, on va en dessous de la pression d'équilibre. Ce qu'on fait, c'est dissocier donc, l'oxyde en métal et son oxyde correspondant. D'accord? Maintenant, quel est l'intérêt de toute cette histoire? Pourquoi revenir à la même chose donc d'une manière inverse? Donc, si l'on superpose au graphe donc delta G0 des graphes qu'on va dire RT logarithme nipérien de la pression défini pour différentes valeurs de pression, on obtient un réseau d'ABAC pression-température qu'on va voir dans l'exemple juste après.
Leur intérêt réside en le fait que la comparaison des positions relatives des deux graphes permet de soit déterminer la température limite de corrosion. Donc, si on prend donc, à une pression donnée, je vais mettre ici, donc pression ici, une pression qui est déterminée, le métal donc, est corrodé pour autant que la droite, donc cette droite, ce tracé, soit au-dessus, soit donc, ici, dans cette surface. D'accord? Et à un certain moment, on peut arriver donc à cette pression donnée, à une température qui sera la température limite pour laquelle, donc en dessous, il n'y aura plus de corrosion. Donc en variant la pression, en diminuant la pression, on peut arriver à une température limite, ça sera la température de corrosion. D'accord? Donc à cette pression PO de 1, on aura la température limite 1. Au-dessus, donc, en dessous de cette température, on aura donc corrosion de notre métal. D'accord? Donc, pour différentes pressions, bien sûr, si on prend une autre pression, on peut retrouver qu'il y aura pour le métal une autre température de corrosion pour laquelle, donc, en dessous de cette température et à cette pression, on aura corrosion. Au-dessus, on aura donc notre métal protégé. D'accord? Donc, elle nous permet de déterminer la température limite de corrosion pour une pression donnée. Ensuite, on va faire l'inverse maintenant. Au lieu de fixer la pression, ce qu'on va faire, c'est fixer la température. Donc, à une température donnée, elle nous permet aussi de retrouver la pression de corrosion. D'accord? On peut voir ça donc clairement sur notre tracé. Donc, à une température donnée T, pour différents oxydes et leurs métaux correspondants, on peut voir qu'à cette température, on a différentes pressions, donc P1, P2, P3, de corrosion pour chacun de ces métaux M, M', M second. D'accord? Donc, le fait d'avoir ces pressions, bien, le tracé d'Illingham nous permet principalement de retrouver, en fixant la pression, la température de corrosion, ou bien en fixant la température, les différentes pressions pour lesquelles différents métaux peuvent donc s'oxyder. D'accord? Je peux rajouter donc ici, pour que vous vous rappeliez, ne pas vous confondre. Ici, on va dire à pression donnée. O2. Ça veut dire en fixant la pression, on peut retrouver les températures limites de corrosion. Et ici, à température donnée, si on prend une température T, on peut retrouver les différentes pressions pour lesquelles différents métaux peuvent se corroder.
Donc, on avait déjà vu que, par exemple, pour les métaux nobles, l'or, le platine, les pressions de corrosion sont élevées, donc ils sont naturellement protégés de l'oxydation. D'accord? Vous vous rappelez de l'histoire de l'absorption donc, de l'oxygène à la surface de l'or. Donc, on a besoin donc, de pressions encore plus élevées pour essayer de corroder l'or ou bien le platine. Donc, à des pressions normales, ils sont déjà protégés. Pour les autres métaux, ils sont vulnérables et dans ce cas, il y a nécessité de les protéger. Bien sûr, on peut toujours les protéger à travers l'utilisation, bien sûr, des informations qu'on a ici, à travers la pression, bien, à travers donc, la température utilisée. Donc, combiner ce qui est température et pression pour rester dans un domaine où on a un domaine où on a protection de notre métal, donc toujours en dessous de cette courbe. Mais on avait dit que pratiquement, c'est un peu difficile, tout spécialement, de jouer sur la pression. Et c'est pour ça qu'on utilise en général l'électrolyse pour donc rendre les métaux, l'oxyde, les transformer en métaux. Pour un petit peu conclure ce chapitre, quelques remarques, ou bien au lieu de remarques, je vais vous rappeler quelques informations qu'on avait vues, juste insister sur elles pour ne pas vous confondre. Dans ce cas, on a pris des considérations donc, thermodynamiques, tout spécialement la variation de l'énergie libre. Et on a dit que cette partie thermodynamique ne permet pas de prédire la vitesse de la réaction, qui est très importante dans le cas des oxydations des métaux. D'accord? Donc, on a pris des considérations thermodynamiques. Ces considérations ne permettent pas d'annoncer, bien d'énoncer des conclusions sur la vitesse de la réaction. D'accord? La vitesse de la réaction, elle va dépendre d'autres paramètres qu'on va voir par la suite. Le diagramme d'Illingham ne rend compte que de l'affinité relative des métaux pour l'oxygène, donc rapporté à l'énergie par mol d'oxygène. Les valeurs de delta H0 se regroupent en 4 catégories, que ce soit donc les métaux nobles qui ont une variation d'enthalpie inférieure à 50 kcal par mol d'oxygène, comme l'or. Les métaux à faible affinité, entre 50 à 130, on peut citer le fer, le cuivre, le nickel, le cobalt. Les métaux à forte affinité, entre 130 et 200, qui peuvent être le tungstène, le molybdène et le chrome. Et les métaux à très forte affinité, donc supérieurs à 200, comme le silicium, l'aluminium, le magnésium et le calcium. D'accord? Donc, ça nous donne seulement donc, une affinité des métaux pour l'oxygène. Est-ce qu'ils aiment s'oxyder ou ils n'aiment pas, ou ils sont moins vulnérables et moins intéressés à s'oxyder? Donc, si on se limitait aux données précédentes, tous les métaux exposés à l'atmosphère devraient se transformer en oxyde parce que les valeurs de la variation de l'énergie libre est pratiquement toujours négative. Mais cette conclusion, elle est un petit peu, on va dire, donc, naïf, d'accord? Donc, je dis hâtif, mais en même temps, je peux dire qu'elle est naïve. Donc, parce qu'elle néglige, donc, dans ce cas, le rôle des cinétiques d'oxydation. Et la cinétique d'oxydation, comme je viens de le dire, va introduire d'autres paramètres. L'un des paramètres qui est important, ce sera la nature de la couche d'oxyde qui va se former. Et d'après cette nature, on peut avoir différents cinétiques d'oxydation. Et on peut déduire si la réaction continue ou bien la réaction peut être donc plus lente ou peut même arriver à être stoppée à des cinétiques donc avec une forme bien déterminée, d'accord? La formation d'un film d'oxyde sur une surface métallique restreint l'accès ultérieur de toute espèce réactive à la surface. Donc, vous savez que pour avoir une réaction d'oxydation, on a besoin donc du gaz.
le gaz devrait être en contact avec le métal. Donc, il devrait rencontrer le métal d'une manière ou d'une autre. On va voir donc les différentes étapes dans le chapitre suivant. Mais on peut déjà dire que si on a un film d'oxyde au-dessus donc, de votre métal, ça veut dire que la possibilité d'accès donc, du gaz à la surface du métal donc, devient limitée, d'accord? Et dans ce cas, donc, une surface métallique, par exemple, fraîchement polie, donc une surface qui a été nettoyée, elle a été polie, donc va se recouvrir d'un film d'oxyde qui, à partir d'une épaisseur comprise entre 10 et 40 angstroms, cette couche d'oxyde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stopper donc la continuation, la poursuite de la réaction d'oxydation. Et comme ça, donc, cette couche d'oxyde peut jouer le rôle d'une couche qui est protectrice au niveau du métal, d'accord? Donc, dans ce cas, on peut avoir une couche d'oxyde à travers donc, ses propriétés, on va dire, donc, physico-chimiques, qui ne permet plus donc, la continuation de la réaction. Et cette couche peut être donc, une couche protectrice. Moi, j'aime bien toujours citer donc, l'exemple de l'argent parce que les gens, ils aiment nettoyer l'argent pour lui donner donc, plus de brillance, donc pour qu'il brille. Mais cette couche, à chaque fois que vous la nettoyez, donc automatiquement, l'argent il va essayer de se recouvrir d'une couche d'oxyde. Et cette couche, à chaque fois que vous la nettoyez, vous êtes en train de perdre du matériau. D'accord? Il vaut mieux laisser donc, votre couche, donc l'argent, avec cette couche un petit peu donc, qui noircit un petit peu, pour permettre donc, la protection de plus de corrosion de votre. Donc, que ce soit votre bague ou bien votre bracelet ou bien ce que vous avez donc, comme métal. D'accord? Donc, cette couche, elle peut jouer le rôle de protecteur. Et comme ça, donc, si vous ne la nettoyez pas, vous ne perdez pas de matériaux, vous ne perdez pas votre donc, métal. D'accord? Donc, sur ce, je conclus le deuxième chapitre. Je vais voir s'il y a des questions. Donc, pour l'instant, pas de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou bien vous pouvez intervenir maintenant. C'est clair? Très bien. Donc, après l'aspect thermodynamique, on peut passer donc, au processus de la formation de la couche d'oxyde avant donc, de passer au quatrième chapitre où on va parler donc, de la cinétique de l'oxydation. D'accord? La cinétique de la corrosion. Donc, pour le processus de la formation de la couche d'oxyde, donc, la couche d'oxyde, elle se forme principalement en 4 étapes. D'accord? Donc, la première étape, il y a donc, adsorption chimique. Et on avait déjà vu ça, adsorption chimique de l'oxygène à la surface du métal. Cette adsorption va conduire, comme on l'avait déjà vu, puisqu'on a des électrons qui sont pratiquement donc ici délocalisés et libres sur le métal, va former donc des liaisons donc ioniques avec l'ion métallique. Cette étape donc, elle va être favorisée parce que on a des électrons ici, donc par la liaison donc métallique, qui peuvent effectuer ce déplacement et réduire donc dans ce cas par exemple l'oxygène et avoir une oxydation du métal. Après ça, on a donc la germination dans ce cas de l'oxyde. Bien sûr, la germination, donc, elle se produit donc, après un certain temps d'incubation. Bon, elle ne se produit pas directement, mais après un certain temps d'incubation, on a germination. Donc, apparition de germes d'oxyde à la surface donc, du métal. D'accord? Bien sûr, toujours au détriment. Donc, ça veut dire vous voyez qu'on a perte. Si je reviens en arrière, vous voyez qu'on a perte au niveau donc, du métal pour former, donc ici, l'oxyde
oxygène et ion métallique. D'accord? Pour la troisième étape, il y a croissance latérale. On est passé de germes à croissance latérale de ces germes pour recouvrir complètement donc, la surface de notre métal par le film d'oxyde. La quatrième étape, ensuite, la réaction d'oxydation va continuer. Donc, dans quel sens? Dans le sens perpendiculaire, en consommant plus de métal. Dans ce cas, donc la croissance, on dit qu'elle est uniforme et elle se poursuit d'une manière perpendiculaire à la surface du métal pour consommer donc ce métal ou bien oxyder ce métal, ce qui veut dire corroder le métal. J'aimerais insister sur le fait que donc c'est la dernière étape, donc c'est cette étape de croissance donc, perpendiculaire qui détermine vraiment la cinétique de l'oxydation, puisque l'épaisseur de la couche d'oxyde augmente au détriment de celle du métal. Ça veut dire que si la réaction continue dans ce sens, on a plus de consommation du métal. Si cet oxyde, d'après ses propriétés, donc, ne continue plus donc, de consommer le métal, donc, ça veut dire que la cinétique de la réaction, ou bien la vitesse de la réaction va tendre vers 0. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a plus soit accès donc, de l'oxygène au métal, soit le passage du métal vers l'extérieur pour continuer donc, la réaction d'oxydation. Donc c'est le fait d'avoir cette réaction donc, dans ce sens perpendiculaire qui va déterminer exactement la cinétique de la réaction. En résumé, donc un petit résumé de ce qu'on vient de voir, je vais vous l'écrire. Première étape, on a dit adsorption et réaction de l'oxygène à la surface du métal. Première. Deuxième, on a dit après incubation, après un certain temps, on aura germination. Après incubation, germination, de on va dire de l'oxyde. Ensuite, croissance latérale de l'oxyde jusqu'à recouvrement de la surface. Et la quatrième étape, croissance uniforme, perpendiculaire de l'oxyde au détriment du métal. Et j'insiste sur le fait que c'est la dernière étape,
c'est l'étape de la croissance uniforme perpendiculaire qui décide donc la cinétique de la réaction. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Très bien. Alors, maintenant, on va essayer donc petit à petit de rentrer dans ce qui est le mécanisme de la formation de la couche d'oxyde. D'accord? Donc, principalement, c'est à cause de la diffusion donc, des espèces, que ce soit donc, les espèces formées à l'extérieur, qui est donc, le gaz ou bien les ions du gaz, dans ce cas donc l'oxygène, ou bien les ions métalliques qui diffusent donc, à travers l'oxyde, qui vont décider comment on va donc, former plus d'oxyde à la surface de notre métal. D'accord? Donc, on a vu les premières étapes où on avait donc, à cause de la liaison métallique, on a commencé à oxyder donc, le gaz qui est dans l'atmosphère, pardon, de réduire le gaz qui est dans l'atmosphère et par conséquent donc oxyder le métal. Donc maintenant, on a déjà formé dans notre couche et on va voir comment cette couche va continuer à évoluer, d'accord? Donc on a eu première étape, l'absorption, les premiers germes, croissance latérale, maintenant on a recouvert. Est-ce que cette réaction va continuer ou bien elle ne va pas continuer? Donc bien sûr, premièrement, elle va dépendre des conditions thermodynamiques qu'on avait déjà vues, donc de pression, etc. Est-ce que la pression est suffisante pour que le gaz diffuse? Mais est-ce que c'est suffisant comme donc, paramètre? On va voir si oui ou non, donc à travers donc, la formation ou bien la formation pardon, de la couche ou bien la continuation de la forme de la couche, d'accord? Donc, principalement, donc, la formation des couches d'oxyde, elle a été donc, étudiée donc, par Wagner. Donc, elle est basée principalement sur la théorie donc, de Wagner. Donc, la théorie de Wagner, elle est basée sur donc, la diffusion des espèces à travers donc, un oxyde, mais à travers donc, le réseau cristallin de cet oxyde. D'accord? Donc, comment la réaction peut-elle continuer à travers donc, la diffusion des espèces dans un réseau cristallin? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre sur ce chapitre. Donc, la croissance uniforme de la couche d'oxyde s'effectue par mouvement de diffusion, dans ce cas, des ions et des électrons à travers donc, cette couche. Dans ce cas, ça sera dans le même sens pour les cations. Donc, même sens pour les cations et les électrons, et sens opposé pour, par exemple, donc, les anions d'oxygène. D'accord? On peut avoir deux mécanismes de diffusion. Un mécanisme de diffusion qui est cationique. Donc, on vient de dire que soit donc, le métal va se déplacer avec ces deux électrons pour donc réduire l'oxygène ici et former à la surface, donc à l'interface, donc oxygène, oxyde, plus d'oxyde métallique, ou bien une diffusion qui est anionique, pour laquelle, donc, encore une fois, les électrons donc, vont se déplacer vers l'extérieur, et quand on a formé l'anion, donc l'anion, il va diffuser vers l'intérieur, dans le sens inverse, bien sûr, des électrons, on vient de le dire, pour réagir avec donc, le métal qui a perdu ses électrons au départ et donner naissance à l'oxyde métallique à l'interface, dans ce cas, oxyde, donc métal. D'accord? On peut écrire les différentes réactions qui se produisent. Dans ce cas, donc, la réaction sera à l'interface oxyde-atmosphère, dans ce cas oxygène. On a directement cette réaction. Par contre, dans ce cas, la première réaction qui se produit
à l'interface oxyde-atmosphère sera seulement la réduction, et ensuite le reste de la réaction va se produire à l'interface interne où il y a l'oxyde et le métal. D'accord? Que vous répétez ça. Soit, donc, on a déplacement des cations vers l'extérieur et formation de l'oxyde, soit déplacement des électrons vers l'extérieur pour réduire l'oxygène, et c'est l'anion oxygène qui va se déplacer pour former l'oxyde donc à l'intérieur. À votre avis, quel est le cas le plus favorable? Quel est le plus probable? Et pourquoi? Touré, Omar. Oui, monsieur. À ton avis, pourquoi? Bon, Je n'ai pas une question. Est-ce que vous pouvez reposer la question? La question, c'est pourquoi donc l'un des deux est plus favorable. Un seul des deux mécanismes. Quel est celui qui est le plus favorable et pourquoi? Je peux revenir sur le mécanisme. D'accord? Pardon. Donc, premier mécanisme, diffusion cationique, diffusion des cations vers l'extérieur. Et le deuxième cas, c'est diffusion anionique. Je ne parle pas seulement à Touré, je parle à tout le monde. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une idée, il peut intervenir. Monsieur, oui. Je dirais pour diffusion cationique. Pourquoi? Parce qu'il est difficile pour l'oxygène de traverser tout, de traverser la couche d'oxyde pour atteindre le métal. Pourquoi? D'une manière physico-chimique. Pourquoi? أكيد. أقول Allez, monsieur, réponse? bon, je pense que la diffusion anionique est plus favorable. Anionique. Mais pourquoi? La question c'est pourquoi? Puisque donc, vous pouvez toujours, s'il y a deux possibilités, vous allez dire soit cationique, soit anionique, d'accord? Mais il faut savoir pourquoi. Parce que la masse d'oxygène est plus légère que la masse du métal. Faut faire attention. Quel est l'ion le plus volumineux des deux? C'est le métal. T'es sûr? Est-ce que tu es sûr? Non, je ne suis pas sûr. Non. Eh ben, le plus volumineux, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène qui est plus volumineux. L'oxygène, il est plus volumineux. Exactement. Donc, c'est à cause du volume. Donc, le métal est moins volumineux que l'oxygène. C'est pour ça que c'est plus favorable c'est plus facile pour le métal de diffuser vers l'extérieur. D'accord? Et c'est plus difficile pour l'oxygène de diffuser vers l'intérieur. Les deux sont corrects, mais le plus favorable, le plus probable, c'est que le métal va se déplacer vers l'interface oxyde et oxygène ou bien atmosphère. D'accord? Donc la diffusion dans les oxydes se produit généralement par migration des ions métalliques. Je vais donc vous mettre en silencieux, sinon je vous entends. Très bien. Donc la diffusion en général, elle s'effectue par migration des ions métalliques vers la surface libre de l'oxyde qui est exposée parce qu'elle est plus facile car les ions oxygène sont plus volumineux. D'accord? Donc il est plus difficile que l'oxygène passe donc, dans le sens inverse vers l'intérieur. D'accord? De ce fait, donc, la réaction se produit bien préférentiellement à l'extérieur, comme il a été déjà démontré.
Donc, il y a un exemple de ça. Donc, par exemple, une plaque de fer qui a été recouverte par une couche d'oxyde de chrome, donc bien sûr avec une épaisseur bien donnée pour permettre donc, la possibilité du passage soit donc, de l'oxygène ou bien donc, du cation métallique. Et principalement, donc, cette plaque de fer change de couleur donc, au cours du temps. Et cela est la preuve que donc, les ions fer traversent cette couche d'oxyde de chrome pour former une autre donc, couche d'oxyde. Dans ce cas, donc, on avait déjà parlé de la calamine et je peux donc vous représenter tout ça de la manière suivante. Avant corrosion, donc une petite couche, je vais la mettre en vert puisque l'oxyde de chrome il est en vert. On va choisir une couleur qui soit vert, vert, chrome, vrai, plus ou moins. J'espère que j'ai bien choisi la couleur. Donc, déposer au-dessus donc une plaque en fer. Le fer, je sais pas, je vais le mettre comme ça. D'accord, ça c'est avant. Ce qui s'est passé, c'est que les ions Fe2+, ont diffusé vers l'extérieur. Je vais en mettre seulement 2. Et après oxydation, qu'est-ce qui s'est passé? Une couche d'oxyde de fer s'est formée à l'extérieur. Et on peut mettre ici que ça c'est R2O3. Ce qui est en vert.
Et au-dessus, c'est FeO ou F2O3, F3O4 comme vous voulez. Principalement, on va mettre FeO, oxyde de fer ou bien d'augustite. Donc, il a été déjà prouvé que en recouvrant par l'oxyde de chrome, donc on peut avoir déplacement des ions fer pour former à la fin donc un oxyde de fer à la surface externe. Et c'est la preuve qu'il est plus facile pour les cations de se déplacer vers l'extérieur à travers la couche d'oxyde que l'inverse, que les anions. D'accord? Donc, principalement, si on parle de diffusion, on parle toujours de gradient de concentration. D'accord? Donc, si on veut regarder le gradient de concentration, on peut voir qu'à l'extérieur, donc, on a beaucoup d'oxygène et très peu donc, à l'intérieur, donc à l'interface oxyde-métal. Et à l'intérieur, on a beaucoup d'ions métalliques et d'électrons qu'à l'extérieur. D'accord? Donc, ce gradient de concentration donc, va provoquer la diffusion des espèces dans un sens ou bien dans un autre. D'accord? Donc, la réaction de diffusion à travers la couche d'oxyde est due à l'existence de gradients de concentration. En effet, la face externe de la couche d'oxyde est riche en oxygène, tandis qu'au voisinage de l'interface métal-oxyde, il y a prédominance d'ions métalliques, bien sûr. Donc aussi, donc je vais juste vous rappeler quelques notions que vous connaissez déjà, qu'on a déjà étudiées, mais c'est juste pour fixer les idées. Donc par ailleurs, donc les schémas de la figure qu'on avait vus. Donc je parle de la figure où on a donc les diffusions donc cationiques ou bien anioniques, sont relatifs aux circuits ioniques et électroniques lors de la croissance de la couche d'oxyde. Ils sont analogues à celui de l'écoulement d'un courant donc, dans un circuit contenant une pile, d'accord? Et on peut considérer que donc, on a ionisation des atomes métalliques. Donc ici, c'est oxydation. Donc l'oxydation peut être anodique. Et on a ionisation des atomes d'oxygène. Donc ici, réduction. Une réduction qui est cathodique. Donc c'est similaire à avoir réellement donc, une pile, comme les piles qu'on avait vues donc, durant donc, votre première année donc, en S2. D'accord? Donc ces deux réactions concernent respectivement les processus anodiques et cathodiques qui s'opèrent donc simultanément. Et on appelle donc les ions métalliques dans ce cas, qui sont attirés vers les régions cathodiques, on les appelle cations comme vous le savez. Les ions donc au de moins attirés vers les régions anodiques sont appelés anions. Et le courant est porté donc par les électrons dans sa plus grande part, car dans de nombreux cas, les ions sont relativement donc immobiles. D'accord? Donc on va voir comment donc, les électrons peuvent-ils se déplacer et comment donc, on peut avoir aussi donc, ce déplacement d'ions à l'intérieur de la couche dans ce qui suit. D'accord? Pour sa croissance, l'oxyde doit donc être un conducteur. Il doit être conducteur ionique et conducteur électronique donc, en même temps. D'accord? Donc vous vous rappelez des électrolytes, donc on demandait toujours d'avoir donc une conduction donc, ionique qui est très importante pour les électrolytes. Dans ce cas aussi, puisqu'on n'a pas d'électrolyte, comme vous vous rappelez, donc, pour le transport donc, de la matière, on a besoin que la couche qui se forme donc, joue, entre parenthèses, donc, le rôle d'un électrolyte pour faire passer donc, les cations vers l'extérieur. Alors, quelle est la contrainte ici? Les oxydes étant en général des composés ioniques, leur conductivité électrique reste toujours très faible. D'accord? Donc, elle reste en général très faible. En général,
cette conduction, elle peut être assurée par les types de défauts qui existent. D'accord? Donc, si l'oxyde il est stoichiométrique, la conductivité est très très faible. D'accord? Donc, si on va donc, dans un sens à ne pas avoir donc, la stoichiométrie, la conductivité va augmenter. La conductivité, tout spécialement donc ionique dans ce cas. D'accord? Donc, pour évaluer un petit peu la stoichiométrie, donc, on a le rapport de la somme des anions divisé par la somme des cations. Donc, par exemple, pour FeO, donc, si on le prend d'une manière générale, ça sera donc, un oxygène divisé par un donc, cation fer. Fe2O3, c'est 3 oxygènes divisé par 2, par exemple. D'accord? Donc, les écarts à la stoichiométrie dans les oxydes se manifestent par des fluctuations de leur composition. Dans ce cas, l'exemple le plus probant est celui de l'oxyde de fer, la woustite. À 800 degrés Celsius, l'oxydation du fer, elle est rapide. L'oxyde formé à la composition, donc Fe1-XO, en prenant X, donc des valeurs entre 0,04 et 0,12. Donc, ça dépend bien sûr de la profondeur de la couche dont on parle. Donc, 0,04 à l'interface oxyde-gaz, donc à l'extérieur, et 0,12 donc à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a plus de déficience en fer à l'intérieur que à l'extérieur. D'accord? Donc, cette propriété de ne pas être complètement stoichiométrique, c'est elle qui confère au fer la possibilité de continuer la réaction. D'accord? Cependant, par exemple, pour le silicium, l'oxyde formé est SiO2, il est complètement donc, stoichiométrique. Puisqu'il est complètement stoichiométrique, il ne permet pas donc, de transporter la conduction des ions et par conséquent aussi des électrons. Et c'est pour ça que donc, la réaction va pratiquement être stoppée. Donc elle va être si lente qu'on ne va pas percevoir donc, cette réaction d'oxydation continuer dans le cas d'un silicium et de sa couche formée au-dessus. Donc le silicium, l'oxyde de silicium qui est formé SiO2 puisqu'il est stoichiométrique, il va pratiquement jouer le rôle d'une couche qui va protéger donc, le reste du silicium de l'oxydation qui devrait se produire donc, à cause du gaz. Cette oxydation en général, donc pour la cinétique, pour SiO2, c'est une oxydation qui a une loi qu'on dit asymptote horizontale. Et ça veut dire que la réaction va devenir très très lente. D'accord? Donc cette loi d'oxydation asymptote, donc on va voir par la suite donc les différentes lois qui existent et on va voir pourquoi donc dans ce cas l'oxyde de silicium, la silice, ne permet plus donc de continuer la réaction. Mais principalement, si on veut parler de mécanisme, c'est à cause du fait qu'on n'a pas de défaut dans notre structure cristalline de silice et ce manque de défaut ne permet plus donc ce transport donc de cette conduction ionique des ions et des électrons pour continuer la réaction. D'accord? Donc, pour cette remarque, on va la voir avec plus de détails dans les exemples qui vont suivre. Donc, en général, les composés stoichiométriques renferment des défauts cristallins, donc les défauts de Frankel ou bien de Schottky, qui leur assurent une faible conductibilité donc, électrique. D'accord? Donc, vous connaissez tous donc, les défauts ponctuels et tout spécialement les défauts de Frankel et de Schottky. Donc, les défauts de Frankel, si vous vous rappelez bien, donc, ce sont un déplacement
d'un des cations de sa position donc, normale sur le réseau cristallin à se mettre donc, dans une position qui est interstitielle. Par contre, pour les défauts de Schottky, c'est une absence d'un des cations de sa position, donc en laissant donc, cette position donc, vacante. D'accord? Bon. Dans le cas général, ces défauts donc, donnent une conductivité donc, électrique, mais cette conductivité électrique, elle est très faible. Donc, à l'image de ces défauts donc, de Frenkel et de Schottky, on va voir comment, dans notre cas pour les oxydes, comment on peut avoir, naturellement bien sûr, avoir cette conductivité donc, électrique et ionique qui va permettre la continuation de la réaction. D'accord? Donc, par contre, quand il y a écart à la stoichiométrie, donc les cristaux ioniques se comportent soit comme donc, des semi-conducteurs, soit de type N, avec excès d'ions en position interstitielle. Donc, le rapport de R, la somme des anions sur la somme des cations, va être donc, inférieur à la valeur donc, théorique. Et, ou bien, donc, on peut avoir des semi-conducteurs de type P, ou donc, dans ce cas, on aura donc, des lacunes cationiques dues à une insuffisance de cations, et le rapport R va être supérieur donc, à la somme des cations sur la somme, pardon, la somme des anions sur la somme des cations. D'accord? Donc, prenons un exemple. Donc, pour les oxydes de type N, donc si vous vous rappelez, donc type N et type P pour les semi-conducteurs, je peux vous expliquer ça donc rapidement. Avant de continuer, je crois que c'est très important pour la continuation du cours. Pour le reste, pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, si on a un semi-conducteur de type N, premièrement, donc, le matériau, pour qu'il soit donc, semi-conducteur, donc sa bande de valence et sa bande de conduction devraient être donc, écartées d'un gap donc, avec une énergie, elle ne devrait pas être donc, très très grande, donc cette différence, pour qu'il ne soit pas isolant, bien sûr. D'accord? Donc je peux écrire que ça c'est la bande de valence et ça c'est la bande de conduction. Et pour avoir donc un semi-conducteur de type N, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Donc dans ce cas, on devrait avoir donc type N, c'est un donneur. Donc on devrait le doper avec un élément dans la bande de conduction, pardon, la bande de valence, est tout proche. Je vais le mettre d'une autre couleur, parce que sinon ça va paraître que c'est le même élément. C'est un donneur qui va donner ses électrons. D'accord? Il va donner ses électrons à la bande de conduction. Donc, il va donner ses électrons à la bande de conduction et comme ça, on aura notre semi-conducteur. D'accord?
Donc, l'élément dans ce cas, ça veut dire qu'il est riche en électrons et qu'il peut les donner donc, à la bande de conduction pour donc, le matériau dans ce cas. En ce qui concerne donc un semi-conducteur de type P, ça sera l'inverse. On va le ramener dans ce cas. Ayant une bande de conduction donc tout proche de la bande de valence. Mais dans ce cas, il va récupérer donc les électrons de la bande de valence de notre matériau, d'accord? Donc ici c'est type N, ce sera lui qui va donner des électrons. Et dans l'autre cas, il va accepter les électrons de la bande de valence du matériau. Dans ce cas, accepteur. Donc, qu'est-ce que vous devriez retenir? Donc, ce n'est pas un cours de semi-conducteur. Donc, ici, l'objectif, c'est que vous devriez retenir que pour un type N, que ce soit un semi-conducteur ou bien dans le cas des oxydes, pour qu'il soit type N, il devrait avoir des éléments, ou bien un élément qui va donner des électrons. Et pour un oxyde type P, dans ce cas, il devrait accepter des électrons. Il devrait les récupérer donc, de la majorité du système. D'accord? Donc la seule chose à retenir ici, comme je viens de le dire, c'est pour type N égale, je vais dire, présence d'éléments donneurs d'électrons. Et dans notre cas aussi, pour type P, présence éléments, je vais écrire S, des éléments, pas un seul élément. Des éléments donneurs, présence d'éléments accepteurs. Ils vont accepter par leur environnement dans lequel ils sont, ils vont accepter des électrons. D'accord? Et je peux donner des exemples. Il est quelle heure? D'accord, donc j'ai le temps pour présenter cet exemple. Et la semaine prochaine, la séance prochaine, pardon, le samedi. Le samedi, on va aller dans les détails de comment reconnaître un oxyde donneur et un oxyde donc type P et un oxyde type N. D'accord? Pour les oxydes de type N, on a dit qu'il devrait avoir un élément qui va donner des électrons. Cet élément, il va se positionner dans des positions interstitielles. Bien sûr, ça, c'est une représentation donc, fictive d'un réseau cristallin. Vous pouvez imaginer que c'est un cubique ou bien hexagonal, ou comme vous voulez CFC, ou bien cubique centré, cubique à face centrée, hexagonal, etc. Rhomboédrique. Donc, vous avez vos cations, vos anions, et vous avez donc un élément qui va se mettre dans des positions interstitielles. Cet élément, dans notre cas, ce sera un élément du même type que ce cation. D'accord? Qui dit ça? Ça veut dire qu'on a plus de cations dans ce cas que d'anions. Et rappelez-vous de la relation, donc R, c'est la somme des cations sur
la somme des anions. Puisqu'il y a plus de cations que d'anions, R sera donc inférieur à la valeur qui est théorique. D'accord? Donc dans ce cas, on peut dire qu'on peut écrire ZNO sous la forme de Zn1 plus X. D'accord? Avec plus de Zn que d'oxygène. Et R dans ce cas sera inférieur à la valeur théorique qui est en théorie 1 dans ce cas. D'accord? Pour les oxydes de type P, les oxydes de type P, on a dit qu'ils devraient être accepteurs. Et dans ce cas, pour qu'ils le soient, on aura donc des cations qui vont laisser donc leur place vacante. D'accord? Donc ici. Et cette place vacante, on la nomme donc lacune dans la structure cristalline. D'accord? Présence des lacunes, ça veut dire qu'il y a absence de cation. Ça veut dire que cette formule peut être écrite de la manière suivante. Cu2- X et l'oxygène donc sera 1. Si on fait donc le calcul, donc théoriquement, on devrait avoir 0,5. Pratiquement, on aura 1 sur 2 moins X. Ça veut dire que la valeur va augmenter. Ça veut dire que R sera supérieur à 0,5 dans ce cas. R supérieur à ce qui est théorique. On peut considérer cet oxyde de type P. D'accord? Je crois que je vais m'arrêter ici pour qu'on entame donc l'explication du mécanisme exact des oxydes de type P et des oxydes de type N. D'accord? Je vais vous libérer. Mais avant ça, s'il y a des questions, vous pouvez les poser pour que je puisse donc y répondre. Des questions? Des doutes? Je vois qu'il y a seulement 8 personnes. Les autres, ils sont partis ou quoi? Bon. Des questions? C'est clair? Est-ce que vous êtes là? Je ne sais même pas si vous êtes là ou pas. Oui, on est là. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Des doutes? Non? Oui, Tout tout est est clair? clair, monsieur. Très bien. Oui. C'est ce que j'espère. Alors, je peux m'arrêter ici et on va continuer le samedi après-midi, d'accord? Après-midi, est-ce que vous avez quelque chose après ma séance? Rien. Vous êtes libre. Le samedi. Oui, on a quelque... Qu'est-ce que vous avez après-midi? Après ma séance? Le samedi, Oui. on a rien après. Mais est-ce qu'on peut faire la séance le samedi matin à 10h, à 10h30? Le samedi, vous êtes libre le matin? Oui, à 10h30. D'accord. Donc, je vais essayer de la programmer pour le samedi matin. Mais au cas où il y a un changement, au cas où vous avez cours, on va maintenir celle de l'après-midi. D'accord? Oui, d'accord, monsieur. C'est juste pour. J'ai posé la question, c'était juste pour savoir si je peux m'étendre sur le cours un petit peu plus pour essayer de terminer parce qu'on a déjà perdu donc une séance cette semaine, comme ça pour être dans les temps. D'accord? Bon, je vous libère parce que vous avez cours l'après-midi. Donc, je vous souhaite bonne chance et on se revoit le samedi. D'accord? D'accord, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.